Bonsoir. La CEI publie les résultats provisoires des élections législatives. La commission électorale indépendante a dévoilé aujourd'hui les noms des derniers vainqueurs des élections législatives ivoiriennes. Les détails en tout début d'émission. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est toujours absent pour des raisons de santé et de nouveaux ministres ont été nommés pour assurer l'intérim de ces différentes fonctions. On fait le point de tous ces mouvements dans quelques instants. Et comme tous les mardis, notre cours hebdomadaire de droit nous sera dispensé par Mélissa Djedje. Aujourd'hui, nous allons parler de la résiliation du bail d'habitation par le bailleur. Et nous sommes toujours dans le mois de la femme, mais ce soir, il sera encore question de leur situation dans notre pays. La maison d'assurance Leadway a décidé de faciliter leur accès au financement dans le cadre d'un partenariat avec la Société financière internationale. En quoi va consister ce partenariat ? Qu'est-ce que les femmes vont y gagner concrètement ? Pour répondre à toutes ces questions, nous serons en compagnie de M. Koulibaly Turnan. Il est directeur général de Leadway Côte d'Ivoire. Débat et analyse, décryptage de l'information, l'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans les Live Talk. Bienvenue. Oyez, bonsoir. C'est une semaine qui commence. Ça vous a manqué hein? Oh, ça c'est pour nous amadouer. Hein? Parce que Serge et nous avons été sagement. Congédiés. Oui, c'est le mot. Gentiment congédiés. Hier, mais c'était de bonne guerre. Nous avons pris de plaisir quand même à vous regarder, mesdames, faire cette émission, je précise. Ouais. Très cher. Franchement, chapeau bas pour Madame Broubleu et toute sa team avec eux à la fin hier, extraordinairement. Bravo, Madame, vous étiez magnifique. Merci beaucoup. C'était très beau, c'était très beau. un beau symbole. En tout cas, franchement. Tout ça pour les femmes. Tout ça pour les femmes. Bonsoir, Yanazi. Bonsoir, Brice. Je suis tellement contente que tu sois là. Je parle comme la petite fourmi. Ouais, mais je vous crois pas trop. Tu me crois pas? Tu m'as vu m'éclater hier. Ouais, exactement. Un peu trop d'ailleurs, Sophie Aïda hier. Moi, non. Vous avez sorti un mot, je l'ai retenu. Exciting. What, me? You. No, never. There can be miracles when you believe. When you believe. Shine always. Always. Ok. Bonsoir, monsieur Serge Kouachi. Bonsoir, Brice. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très, très bien. Alors, on a le temps de faire toute l'émission ensemble aujourd'hui. Oui, c'est ça. On vous laisse, on va de l'autre côté. Mais on est toujours dans la mouvance. Hein. Bon, on est dans la mouvance, c'est le mois des femmes et toute l'année, toute notre vie. On vous sait féministe quand même. Absolument, Ah oui, absolument, ouais. absolument. Sur ces belles paroles plutôt responsables, je vais me tourner vers ma petite fourmi, Réanazi. Alors, la petite info du soir parle de quoi? On va parler d'un buzz qui a envahi toute la toile ce week-end. On va parler de cette interview-là que Meghan Markle et le prince Harry ont livrée à la chaîne CBS. Ils ont tenu cette interview avec Oprah Winfrey. Et dans cette interview, le couple a révélé des secrets, des révélations choquantes qui expliqueraient comment ils se sont retirés justement de la famille royale. Mais surtout, on va dire le malaise que vivait Meghan Markle durant sa grossesse au sein de la monarchie. En tout cas, parmi ces révélations... En Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, quand il y a ce genre d'affairage, on dit « je prends mon tabouret ». Et puis je m'assois. Dites-nous. Parmi les révélations, tenez-vous bien, on parle de racisme, plus particulièrement, on va dire que le nom du bébé, la couleur de peau du bébé aurait été énoncée durant la grossesse de Meghan Markle. Donc la famille se demandait de quelle couleur serait le bébé, chose qui a choqué évidemment la mère. Couleur de peau, tout à fait. Alors les idées suicidaires de Meghan Markle autour de 5 mois de grossesse, ça la suivait pendant des jours et des jours. Elle n'avait même plus de raison d'être en vie. Et puis on a l'absence de sécurité et de titre pour leur fils. Alors c'est un peu contesté parce qu'on dit que selon justement les règles de la monarchie là-bas, l'enfant ne devait pas avoir le titre de prince, mais apparemment il n'y avait même pas de sécurité pour l'enfant et puis il ne bénéficiait pas de tous ceux dont il était censé bénéficier. Et puis les relations tendues entre Kate Middleton et puis on a d'autres sujets qui ont en tout cas choqué la toile, mais ils ont profité aussi pour annoncer la bonne nouvelle. Ils attendent une fille après le premier garçon qu'ils ont eu. Et voilà, c'était de ça qu'était fait cette interview-là. Alors, je sais également que la princesse Félidi avait également souffert de Tout beaucoup à fait. de... Et certains pensent que c'est la continuité. Ouais.
Elle allait Oui, non, juste... mais après, de toute façon, les deux tourtereaux, ils étaient prévenus. Hein, ils savaient très bien ce qui les qu'ils attendait. attendaient. C'est au nom de l'amour qu'ils le font, parce que n'eût été même le métissage de l'épouse du prince, il y a qu'elle ne vient pas forcément d'un milieu qui est apprécié au niveau de la cour. Donc voilà, ils étaient prévenus, ils savaient très bien ce qui allait se passer, mais au nom de l'amour, ils ont tenu et aujourd'hui, ils tiennent toujours bon. Moi, je trouve que c'est à féliciter. Bah oui, parce que c'est ce que disaient les rumeurs à l'époque, c'est cette fameuse idylle qu'on soupçonnait Lady Di d'avoir avec un certain Dodi El Fayed, qui posait un petit Oui, problème non, à mais un non, moment ça donné. c'était après, je veux dire, c'était pendant les difficultés que C'était, rencontrait son couple. la résultante, en Voilà, fait, c'était la conséquence de toute cette pression qu'elle subissait au sein de la famille royale, mais dès le départ, il y avait des difficultés entre elle et le prince Charles, parce que c'était pas sa promise. Il espérait épouser une autre, et on lui a imposé Lady Di, et ça a mené à tout ça, en fait. Mais en fait, la famille royale a ses règles. Oui, mais je vois, moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est le tempérament de Meghan Markle. C'est une Américaine. Hein. Et les Américains, en fait, ils ont très peu de patience, quand il s'agit d'injustice, etc. Surtout les Noirs américains, surtout dans l'ère dans laquelle on est aujourd'hui. Et moi, je suis contente qu'elle ait dénoncé des choses qui avaient besoin d'être dites. Justement. Et voilà, exactement. À contrario, la princesse Lady Di, elle souffrait en silence. Exactement. L'autre, elle a dit... à tel point qu'elle a fait une interview aussi, Lady Di, à l'époque. Une interview choc. Mais il a fallu du temps. Et au final, ça lui a coûté la vie. Donc aujourd'hui, Meghan Markle elle était smart, on va dire. Et on espère en tout cas qu'aujourd'hui, avec la sécurité qu'ils ont embauchée, que sa vie ne sera pas en danger. Quoi. Moi, celle qui me plaît, c'est la reine. Elle est sereine. Elle a toujours été sereine. Elle va nous succéder même après. Franchement, sa longévité. Elle est immortelle. Mais c'est justement peut-être pour ça. Non, on lui dit tout le temps longue vie à la reine, tout le temps. En plus, vous avez un peuple entier qui n'arrête pas de dire chaque jour longue vie à la reine, God save the Queen, longue vie à la reine. Voilà. Merci notre petite Févroline pour cette info. Merci. On va démarrer avec notre point d'information, le tour de l'actualité locale et internationale. C'est maintenant et c'est dans le Life Actu. Comment ne pas démarrer en parlant de législative? Impossible. C'est l'info de la semaine, c'est l'info du mois. On en a parlé pendant les semaines précédentes parce qu'il y avait la campagne et tout. Donc, c'est tout à fait normal que maintenant, avec les résultats qui sont pour l'instant provisoires, on ait la possibilité maintenant de pouvoir donner quelques chiffres. Parce que j'adore les chiffres, j'adore les statistiques. C'est intéressant, ça permet de voir un peu la répartition. Ah, pas vous. Il y en a une qui s'est désolidarisée. En tout cas, moi, avant l'émission, avant qu'on commence ce rendez-vous, enfin ce programme, c'était pas trop. Mais j'ai commencé à aimer les statistiques et les chiffres. Pas vous, Serge? Oui. Les chiffres parlent. Les chiffres sont intéressants, ils parlent. Donc, concernant le point, en tout cas, du recensement général des votes au niveau de cette élection, on a eu 7 359 399 inscrits et 2 788 000 votants pour 82 184 bulletins nuls, et dont de 34 083 bulletins blancs, et les suffrages exprimés étaient de 2 705 838, avec un taux de participation de 37,88%, ce qui est un peu plus de 3% par rapport au chiffre de 2016, qui était de 34% environ. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est bien, 3 points de plus, c'est assez intéressant, même si, on espérait plus, mais après, il ne fallait pas s'attendre à un miracle. Hein. On a eu des élections qui ont connu des violences. Je pense qu'il y a eu peut-être moins d'engouement au niveau des populations, mais au moins, les partisans des différents blocs politiques ont fait en tout cas le choix de leurs différents candidats. Concernant maintenant les différents blocs et la nouvelle couleur de l'Assemblée nationale. Déjà que tous les blocs y sont, c'est déjà... Et effectivement, c'est une belle réussite en tout cas, conséquence du dialogue politique qui a été mené par le Premier ministre Ahmed Bakayoko avec les différents partis politiques. Donc, ce qu'il faut retenir, le RHDP a obtenu 137 sièges
Un point important également à noter, c'est qu'on a une localité qui n'a pas pu faire, en tout cas tenir cette élection, pour les raisons que je donnerai. Donc on a 254 circonscriptions. Donc le RHDP 137 sièges, le PDCI, le bloc PDCI EDS, donc quand je parle de EDS, FPI, Assoadou, La fameuse plateforme de l'opposition. Effectivement, PDCI EDS 50 sièges, les indépendants 26 sièges, le PDCI, parce que dans certaines circonscriptions on n'a pas eu besoin de ce bloc, donc 23 sièges, EDS 8 sièges, le FPI, UDPCI, COGEP 8 sièges et le FPI 2 sièges. Donc ce qu'on peut retenir les différents blocs en gros, donc on a pour le PDCI EDS, donc le regroupement, 78 sièges qu'ils ont obtenus, le FPI, UDPCI, COGEP 10 sièges au total qu'ils ont obtenus. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le RHDP n'a pas obtenu la majorité qui est censée représenter 170 sièges. Donc ils n'ont pas pour l'instant, ils n'ont pas obtenu cette majorité. On parle là des 2 tiers. Des 2 tiers, des 2 tiers, voter qu'il faut pouvoir voter les lois organiques au sein de l'Assemblée nationale. Notamment modifier la Constitution. Exactement. Donc, peut-être qu'il y a de gros enjeux en termes d'allégeance des indépendants. Ils vont devoir peut-être draguer certains indépendants pour pouvoir également avoir augmenté ces chiffres. Donc il y aura une grosse bataille au niveau des indépendants. Aller faire un mercato également. Ils sont très heureux les indépendants. J'imagine. Mais c'est à se poser même la question à qui, allez, je dirais, je suis encore mon Serge Kouachi, à qui profite le crime? Je veux dire, on se posait la question au début de ces élections-là, notamment de ces campagnes, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'indépendants? C'était peut-être une stratégie, qui sait? Pourquoi pas? C'est possible parce que sachant que certains de ces indépendants sont issus de certains de ces blocs politiques. Donc, c'est possible qu'il y ait un retour à la maison. Sachant que certains indépendants sont repartis un peu frustrés de ces ça blocs. également, c'est une donnée également Donc, le retour peut être un peu plus difficile. Avec des conditions, pourquoi pas? Mais de toute façon, la stratégie n'est pas encore très bien aboutie parce que même avec ces indépendants-là, on n'atteint pas les 170. Donc bien sûr, on n'atteint pas les 170. On va aller piocher le reste. Ce n'est que les indépendants, vous savez, il y en a d'autres. Voilà, on est capable de retourner sa veste dans l'environnement politique, pourquoi pas? C'est possible. Donc, qui sait des alliances, ça fait partie du jeu. Je suis assez pragmatique en général. Donc, concernant, on parle de la Journée internationale des droits de la femme. Donc, concernant les femmes élues. Je vois pas que c'était hier. Oui, mais bon, c'est tout le mois. C'est tout le mois, tu le sais. Donc, on a eu 32 sièges obtenus par des femmes. C'est pas suffisant. On est à 12,5% en termes de pourcentage. Malheureusement, la plupart des partis politiques, des groupements politiques n'ont pas pu respecter le quota des 30%. Oui, on nous a expliqué pourquoi. Voilà, effectivement. Mais il y a une amélioration. Il y a une amélioration. Oui, il y a une amélioration. On était à 29, je pense. Effectivement, on était à 29. Donc, c'est un bon début. Wow, big deal. 3. Bon, c'est un petit pas. C'est aux femmes également, on l'a dit. On l'a dit même hier pendant l'interview, pendant l'échange avec nos 2 invités, on l'a dit. C'est aux femmes également de se présenter, de forcer la main, de s'imposer, d'imposer leur leadership. Ça, je l'ai dit depuis le début. Même si ça m'a valu les foudres de certaines. Non, tout dépend de la manière dont tu l'as envoyé. Exactement. Oui, si vous l'avez dit, étant évangélique, on dit arrache. Donc c'est déjà bien parce que comme vous l'avez dit, l'Assemblée nationale qui s'achève compte 29 femmes députées. Là, on en a 32. C'est un bon début. Petit à petit. Petit à petit. Donc, ce qu'il faut retenir également, c'est que, avec ces chiffres, la Côte d'Ivoire est quand même derrière le Togo, qui compte 19% de femmes à l'Assemblée nationale. On est derrière le Ghana. Oh non, on est derrière le Ghana qui a 13%, donc quelques points en plus. Et loin derrière le Rwanda qui en a 49. 49%. 49%, sachant que la moyenne mondiale en termes de présence féminine à l'Assemblée nationale dans le monde entier, c'est 19%. Donc ils sont très 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 loin derrière nous. Ah oui, ils sont en avance sur cet état d'équité qu'on recherche tous, cet état égalitaire. Oui, c'est un état assez féministe également. C'est un état assez féministe. Maintenant, les grands perdants. On a cité les grands perdants. Au niveau de Yopougon et de Port-Boué, l'opposition menée par le PDCI et l'EDS a remporté les législatives. À Aboville, qui avait retenu l'attention, le directeur exécutif du RHDP a remporté les élections. Donc la candidate de l'opposition dénonce des irrégularités et entend saisir la justice pour contester les résultats à Aboville. Il faut savoir également que selon les codes électoraux,
un individu, c'est-à-dire un électeur, tout candidat, toute liste de candidats a la possibilité, en tout cas, de pouvoir contester les résultats. Ah ouais. Jusqu'à ce qu'on ait la confirmation. Tout candidat, parti politique, Voilà, tout qui parraine candidat, un exactement, de pouvoir contester. Donc, jusqu'à ce qu'on ait la validation par le Conseil constitutionnel. qui Il y en est a le plusieurs. juge électoral, par Il y en a exemple. plusieurs qui Effectivement. sont d'ailleurs en contentieux. Vous parliez des grands perdants. Par- Vous parliez des grands perdants. Oui, je parlais des grands perdants. Donc, globalement, c'est ça. On a eu au niveau du bloc RHDP, donc Sidi Touré, Dosso Moussa, également Alcide DJ, Raymond Goudou, Siandou Fofana, Gilbert Kafana et Ouattara Draman. Maintenant, au niveau du bloc EDS, on a eu Lida Kwasi Moïse, Lorugnon Odette, également Laurent Akoun et Agnès Monet. Et au niveau des indépendants, donc Fresco, malheureusement, Alain Lebognon a perdu. Très bien. Je vais profiter de cette occasion-là. On parle législative, on parle de... Et puis à Bobo, on va dire que... je profite déjà de l'occasion pour souhaiter un prompt rétablissement au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc, au nom de toute l'équipe de production, au nom de toute la chaîne de Live TV, un prompt rétablissement, une meilleure santé donc, au Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui était candidat. Oui, qui était candidat également. Qui a remporté donc, le siège d'Abobo. Donc, prompt rétablissement. Séguéla, pardon. Oui. Voilà, donc prompt rétablissement et on a hâte, je pense que de très nombreux Ivoiriens ont hâte de revoir le Premier ministre fouler la terre de Côte d'Ivoire. Autant de positivité sur les réseaux. Quand Oui, vous voyez il ça. y a beaucoup de messages aussi. Une forme d'union sacrée. Oui. Tout à fait. Bon, il y a quelques-uns comme d'habitude, mais bon, c'est pas le plus important. Non, mais moi je ne demande pas. Mais il ne peut que revenir et Ouais. en bonne santé. Toute cette union sacrée autour du Premier ministre là pour son retour. Et puis ça s'est Et dû au toutes fait ces qu'il est prières, très voilà. populaire Absolument. auprès Vous parliez tout à l'heure de ce dialogue peuple. politique là, qui aura permis la participation de tous ces blocs dont Il on en parlait, a été un dont il a été Grande partie prenante. une cheville ouvrière. Et C'est comme une sorte de médiateur. Je pense qu'il a beaucoup d'entrées au niveau des différents partis politiques. Ouais. En général, la discussion se fait surtout avec lui. L'opposition peut-être préfère échanger avec lui lorsqu'il s'agit de médiation, de discussion, de dialogue. Donc forcément, c'est C'est un, normal qu'on ait c'est son un retour. fédérateur. En on s'est majorité, dit, on dit ça, un tout un fédérateur. pays souhaite son retour et en bonne santé, et je pense que ces prières-là seront acceptées. Voilà, je suis positif à ce niveau-là. tout à fait. Toutes nos prières donc l'accompagnent. Yes. Très vite, on a envie de le dire. Excellence, Monsieur le Premier ministre. On va parler de gouvernance, si vous voulez bien, à moins que vous ayez Non, d'autres informations. C'est Donc, tout. Pour l'instant, on attend les résultats définitifs, on peut au dire. niveau Voilà. du Conseil constitutionnel. Très bien. Alors, concernant la gouvernance, c'est le gouvernement ivoirien justement qui est réaménagé, pour les raisons dont on parlait tout à l'heure. Le Premier ministre qui est en soins, Justement. donc qui certainement sera là bientôt. Mais entre-temps, il faut bien que les choses soient organisées. Tout à fait. Et justement, donc pour organiser, on va dire, ce gouvernement, on a eu ce réaménagement qui a été annoncé hier à travers un communiqué de la présidence. Donc, il s'agit de la nomination de Patrick Hachi et de Brahima Ouattara aux intérims d'Ahmed Bakayoko, justement. Donc, on rappelle qu'il est malade et en soins en Europe où il séjourne déjà depuis la mi-février. Donc, pour assurer ces intérims, on a Patrick Hachi qui était le ministre d'État et secrétaire général de la présidence, qui a été nommé Premier ministre de la République. Et puis on a Brahima Ouattara, qui est d'ailleurs le frère cadet du président Alassane Ouattara, qui occupait le poste de ministre des Affaires présidentielles, qui a été nommé ministre de la Défense. Prononcé Biraïba. Biraïma. Donc voilà, ce sont les deux nominations par décret qui ont été faites. Très bien. Avec vous, Sophie, on est obligé d'aller un peu rapidement, vous me pardonnerez. On va se tourner vers vous pour évoquer le point à l'international de l'élection à la présidence de la CAF. Et puis, roue libre pour je regarde Serge en parlant, roue libre pour le milliardaire sud-africain Motsepe. Yes, alors à quelques jours donc, de cette élection qui se tiendra le 12 mars 2021, on a parlé sur ce plateau à Rabat, au Maroc. L'accord entre les 4 candidats est donc devenu officiellement une réalité. Jacques Anouma, Augustin Senghor et Ahmed Yahya se sont donc rangés derrière Patrice Motsepe, le meilleur ami de Serge, dont ils deviendront respectivement conseillers, À force, on va prier deuxième pour que et ça se réalise.
Premier vice-président. Alors, on se souvient que le samedi 6 mars dernier, à l'occasion d'une cérémonie célébrant l'unité africaine en marge de la finale de la CAN U20 à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, Jacques Anouma, U20. Augustin, U20. U20, Voilà, thank you. U20. Moins de 20 ans. Under 20, U for under. Ok. Merci bien. Alors, Jacques Anouma, Augustin Senghor et Ahmed Yahya ont renoncé à se présenter donc à l'élection du président de la CAF pour laisser le champ libre au milliardaire sud-africain Patrice Motsepe. Alors, au sujet de ce dernier, justement, il s'est exprimé sur le futur du football africain en disant, je cite, « Le football africain a besoin de sagesse collective, mais également du talent exceptionnel et de la sagesse de chaque président de chaque pays et de chaque association membre. C'est ce qui me donne confiance. Si nous travaillons ensemble avec l'expérience, le talent et la passion, le football en Afrique connaîtra une réussite et une croissance qu'il n'a jamais vécue par le passé. Pour cela, il a besoin de nous tous. » Donc il a l'air confiant, il a l'air passionné en tout cas par cette industrie qu'est le football. Rappelons que lors du week-end du 27 février 2021 à Rabat, l'initiative des fédérations marocaines et égyptiennes, il y a eu une rencontre entre les 3 candidats ouest-africains qui ont été invités par la FIFA à se ranger donc derrière l'étendard de Patrice Motsepe. Le candidat ivoirien Jacques Anouma, à l'époque, donc, avait dénoncé une initiative peu démocratique et fait planer donc le suspense quant au maintien de sa candidature avant finalement de se ranger au consensus le 5 mars 2021 à la veille de la cérémonie de Nouakchott. On se demande ce qui a changé. Mais, on n'est pas content du tout parce que... Mais mon avis. Non, mais moi j'aimais particulièrement cette fermeté justement qui dénonçait, on va dire, ce stratagème très peu démocratique qu'on avait bien compris. C'est une forme, c'est un peu, on impose un peu, on va dire... Une dictature sportive, je ne sais pas d'où ça sort, mais je me demande ce qui a changé pour qu'il aille se ranger là, quoi. Alors je sais pas ce qui a changé, mais je pense que ça montre que ce sont des passionnés de cette industrie, du monde du football, et que malgré tout, en fait, ils veulent faire partie de cette aventure, ils veulent faire changer les choses, faire bouger les choses dans le milieu du football, parce que sinon ils auraient pu juste, tout simplement quitter vous avez sorti des mots, le business, vous avez dit industrie. Oui, bah. C'est pas une république de bisounours. Voilà, exactement, c'est pas une république de bisounours. Ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas un État. On parle de business. Infantino, à un moment donné, il a montré son choix, il a montré ses préférences. On s'est insurgé contre ça. C'était tellement visible, mais c'est du business, le football. Je veux dire, en général, dans nos pays, il n'y a pas plus. Le pouvoir, en général, quand tu diriges une fédération, tu as une forme de pouvoir, d'une certaine manière. Même au niveau de la Fédération ivoirienne de football, il y a des voix qui se sont élevées pour crier à l'injustice. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En tout cas, je le disais la dernière fois, si on avait justement le schéma Motsepe, Jacques Anouma, les chances de Jacques Anouma étaient vraiment très, 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 très faibles. Et je pense que c'est ce qu'il a dû prendre en compte. Ça n'a pas été négocié. Je veux dire, c'est exactement la proposition entre griffes qu'il a envoyée sur la table qui était respectée. Tu parlais de façon de business, justement. Je pense que le football africain a besoin de financement. De financement, de cash. Pour pouvoir justement arriver à un certain niveau international. Moi, en vrai, j'ai commencé à perdre espoir. C'est quand on n'avait pas réussi à avoir une candidature ouest-africaine, cette alliance-là déjà qui n'avait pas pu se faire. Je me suis dit, oula, ça commence à mal partir. Et puis... Non, je pense que Jacques Anouma, c'est vrai, on aurait aimé le voir diriger la CAF, mais peut-être que c'est une occasion ratée qui va lui permettre, peut-être, pourquoi pas, dans quelques années, de rebondir au niveau de la FIFA avec ce ticket qu'il a avec Motsepe. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a rien à perdre à s'aligner avec Motsepe. C'est vrai, on parle de moyens. On a parlé du fait que la CAF, les caisses de la CAF, mais personne ne parle des idées de Motsepe, hein. Peut-être qu'il a... Le cash business, voilà. Donc, non, mais après, en plus, justement, c'est ce qu'il a dit quand il s'est exprimé, il a parlé de rassemblement. Donc, les idées de tout le monde seront mises sur la table et le financement va accompagner également toutes ces idées-là. Là, dans le schéma, par contre, il serait conseillé, c'est bien ça, d'accord.
Je pense que Motsepe va bénéficier de son intégrité. J'ai parlé du fait que Anoma est un homme respecté, intègre et qui est un bon administrateur. Et bon conseiller aussi. Un bon conseiller et associé à cet homme politique, parce que c'est un homme politique. Je pense que qui a de l'expérience dans le football. Et ils sont pas seuls, il y a Yaya aussi, ils ont de l'expérience, le Sénégalais également. Pour la note positive. Je pense que quelque part, voilà, c'est ça, c'est un bon mix Sophie. de savoir. C'est un peu l'union fait la force. Vraiment, de toute façon, le temps nous dira. Le temps nous le dira. Il n'y a pas de problème, Sophie, c'est bien compris. Merci beaucoup, Sophie Aïda. En tout cas, le temps nous dira, on vous confie la mission de suivre de très près cette affaire de... Ok. C'est ici qu'on va marquer une pause pour notre tour quotidien d'actualité. On va accueillir à présent Mélissa Djedje pour la rubrique « Que dit la loi ?» Mon moment préféré où je peux faire le galant devant la terre entière. Il n'en manque pas une, Serge. Il n'en manque pas une. Voilà. Attention. Après, on va voir ce que dit la loi concernant le tirage de chaises. Bonsoir, Mélissa. On est très heureux de vous accueillir. Vous étiez là hier. Vous commencez à être de plus en plus habitué. Vous venez tous les mardis, vous avez eu un lundi, un petit mercredi. Je m'installe tranquillement. Et vendredi, je peux vous confier à une team que je connais. André et Alain, le tandem. C'est ce que je dis. Mais vendredi, je la confie volontiers aux girls. Live Weekend. Yeah, the girls. Que dit la loi? Oui, donc aujourd'hui, on va parler du bail. Absolument. Alors, la résiliation du bail d'habitation par le bailleur, en termes plus simples, est-ce que comment le propriétaire de ma maison, là, il peut décider un matin de me dire quitte ma maison, c'est cela? Voilà. Très bien. Donc, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que en général, le bail est signé pour une durée déterminée d'1 an. En général, c'est ce qu'on voit la plupart du temps. Et normalement, à la fin du terme, donc à la fin des 1 an, il y a un renouvellement automatique qui est prévu par la loi pour garantir une certaine stabilité. Donc, ce renouvellement automatique, on l'appelle la reconduction tacite. Donc, s'il ne veut pas que ça soit reconduit, il va falloir qu'il le signifie et seulement pour certains motifs. Donc, quand on dit motif grave et légitime, en général, ça va être une nuisance, le locataire détruit son bien. Donc là, il a un motif où, par exemple, il voudrait vouloir lui-même habiter ou loger un de ses parents. Par exemple, ça c'est la raison qu'on entend le plus. Oui. Non, je souhaite que tu partes parce qu'il y a mon fils qui arrive. Parents, oui. Voilà, donc comme tu l'as saisi, on va commencer par celui-là. Donc ça, c'est ce qui arrive à la fin, mais même pendant le bail, il pourrait décider d'avoir comme raison de dire qu'il veut se loger ou loger un de ses parents. Et c'est possible de cette manière de résilier le contrat? Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'il y a des procédures. Il ne peut pas juste le dire. De un, ses parents, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas la grande cousine. C'est bien de le préciser. On limite normalement à ce qu'on appelle 3e degré. Donc, pour donner un exemple, si moi, je suis le locataire, c'est 3 degrés pour monter ou 3 degrés pour descendre ou de ce côté-là. Donc, par exemple, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et mon fils, petit-fils, petit-petit-fils. Voilà. Donc, si ce n'est pas dans ce cadre-là, normalement, ce n'est pas légal, déjà en partant. je souris un tout petit peu, Mélissa, parce que lorsque mon bailleur va se pointer pour dire « je souhaite que tu quittes ma maison », parce que parce que j'ai regardé que dit la loi. Ouais. Et je voudrais que tu me démontres que celui que tu vas installer là. Alors, normalement, il doit envoyer une lettre de résiliation dans laquelle il doit mettre ses motifs et envoyer des justificatifs à l'appui, le cas échéant. Maintenant, là, j'explique la loi. Donc, et il doit donner, normalement, il y a 3 mois de délai avant mon départ, avant le départ effectif. Et moi, normalement, j'ai 30 jours pour contester cette décision. Donc, on s'entend dans les faits, c'est au tribunal. Donc, c'est un peu, dans les faits, en réalité, je n'ai pas vraiment de moyens de prouver que... Voilà, c'est effectivement ses parents. Voilà, c'est pour ça que quelquefois, on parle d'expulsion déguisée. Par contre, une expulsion déguisée, ça peut ressembler à ça. Sophie Aïda, venez avec moi. Je fais une expulsion déguisée. Alors, Sophie Aïda, j'ai ma maison. Je vous dis, par exemple, Sophie Aïda, c'est mon 3e cousin. Je vous en supplie, allez-y. Voilà, vous revenez quand je trouve l'acte de naissance. C'est déguisé, ça? Pas trop. Okay. Donc, on revient justement. Très bien. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il aurait fallu, donc, 3 mois, tu dois respecter les 3 mois de notification. Oui. Ensuite, ce qui est bien important de savoir, c'est que si jamais, moi, j'ai la preuve, donc 3 mois après
résiliation. notification, je pars, je me trouve un nouvel appartement et je mène peut-être mes enquêtes et je découvre que finalement c'est, j'en sais rien, un ami du propriétaire qui n'a rien à voir et qui n'est pas un de ses parents, par exemple. Dans ce cas-là, si je peux en faire la preuve, j'ai le droit à des dommages et intérêts. Donc, si je vais devant le tribunal, ce qu'il faut savoir, c'est que si je réussis à faire la preuve, j'ai droit à un minimum de 12 mois de loyer. Ok. Ah ouais. Très intéressant. Pas mal ça. Il y en a beaucoup là qui sont en train d'appeler leur... Mais il faut pouvoir en faire la preuve. Effectivement. Et c'est des procédures, une procédure aussi qui peut être longue. Effectivement. Donc, en attendant, on a quand même soumis les désagréments, malheureusement. Maintenant, il y a le second qu'on entend souvent pour les cas de non-paiement. Parce que là, on parle du bailleur qui est méchant et qui utilise des ruses pour vous faire sortir. Mais il y a aussi le locataire qui, malheureusement, quelquefois, n'a pas les moyens de payer ou qui ne veut pas payer. Mais au final, le bailleur, lui, il a le droit d'avoir son loyer. Donc, dans les cas de non-paiement, donc on parle de résiliation pour non-respect du contrat. Donc, en général, pour non-paiement. Après combien de mois? Il faut pouvoir faire la preuve. Donc, normalement, on ne peut pas juste, pour un mois, en général, aller demander l'expulsion. Parce qu'après, Et il y a un mois de l'expulsion, caution. voilà, l'expulsion n'est pas forcée non plus. Donc, effectivement, normalement, il a pris une caution 2 mois d'avance de loyer. C'est pour garantir une certaine stabilité de revenus, de pouvoir toucher ce loyer. Donc, il faut être patient. Le bailleur doit être un peu patient. Par contre, ce qui se passe, c'est que si jamais il décide de le faire, il doit suivre une procédure. C'est que j'ai entendu des cas cocasses où le propriétaire décide d'enlever, par exemple, la porte. Fermer et tout, de pour cadenasser. Oui. Pour empêcher. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le locataire a des recours. Hein. Si on enlève une porte, c'est un voie de fait. Donc, il pourra aller porter plainte à la police ou à la gendarmerie pour le cas en question. Parce que même si on est propriétaire, ça ne vous donne pas le droit de tout faire. Là, il y a des cadres et il faut respecter les cadres. Donc, par exemple, dans ce cas-là, j'ai un locataire qui ne paye pas. Il faut que je lui signifie, donc la même lettre de résiliation en question avec les motifs. Il a 30 jours pour contester, sauf que là, la loi prévoit, vu qu'il y a des incidences pécuniaires, que moi, je n'ai pas besoin d'attendre le 3 mois pour qu'il sorte de l'appartement, par exemple. Je peux aller devant un juge qu'on appelle un juge de référé pour demander, en fait, c'est comme une procédure accélérée pour demander le départ, donc l'expulsion forcée. Et dans ce cas-là, le juge, si j'ai fait les preuves et qu'il a la preuve de non-paiement, va autoriser l'expulsion forcée. Par contre, moi, en tant que locataire, je peux quand même demander un délai de grâce. Il faut avoir des motifs raisonnables. Par exemple, motif raisonnable, je suis au chômage. La femme a accouché. Voilà. Oui. C'était pas de ma volonté, j'ai pas forcément les moyens, j'ai été malade, etc. Donc, mais par contre, le juge en question ne peut pas aller à plus de 3 mois de délai. Ok, de grâce. Hein. Voilà. Okay. Donc, c'est le maximum qu'il pourra accorder. Très bien. Mais il y a quand même 3 mois. Donc après, une fois qu'on a l'expulsion forcée, ça ne veut pas dire que le propriétaire en question peut automatiquement venir vous expulser de la maison. Et éventuellement, ce qu'on voit souvent, je pense, c'est aussi que ça implique des coûts pour le propriétaire d'aller... si jamais la personne ne refuse pas de partir, parce que ça, c'est d'autres coûts, on tourne quand même à un peu moins de 100 000 francs. Donc, je pense que c'est ce qui justifie. Et dans l'imaginaire social, on pense que comme je suis propriétaire, j'ai un peu le droit de faire ce que je veux de la maison. Et puis du fait aussi que les locataires aussi ne connaissent pas leurs droits. Très également. bien. C'est pour ça qu'il faut qu'ils regardent Que dit la loi, c'est tous les mardis. Et c'est en compagnie de Mélissa. Et d'ailleurs, on va peut-être même proposer, hein, on va dans les prochains jours, offrir un espace aux téléspectateurs où ils pourront avoir plus d'informations avec Mélissa. En tout cas, déjà, le rendez-vous, c'est tous les mardis sur Que dit la loi. En ce qui concerne ce soir, nous parlions de la résiliation du bail d'habitation par le bailleur. Une chose est sûre, tout doit se faire dans un cadre légal. On ne se lève pas pour faire sortir quelqu'un ou on ne décide pas de laisser dans la maison de quelqu'un. On le voit souvent dans les séries télévisées un peu satiriques où on voit quelqu'un expulsé, Viens, un il tape fort à propriétaire. la porte, Exactement. il dit sors, prends tes bagages. Il faut que ce soit dans un cadre réglementaire, dans un cadre légal. Effectivement. Mélissa Tutier, merci beaucoup. Merci de m'avoir On reçu. vous retrouve mardi prochain. Monsieur Koulibaly Tiordan est avec nous autour de cette table. Il est le directeur général de la maison d'assurance Leadway Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur Koulibaly. Bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver. Après, on expliquera aux téléspectateurs pourquoi. Autour de cette table, Réana Assi, Madame Edith Maubleu, Sophie Aïda qui est de retour. Pour les besoins de l'illustration, je l'avais congédiée. Heureusement, elle a repris sa maison. C'est très très bien. Alors, monsieur Koulibaly, donc je rappelle que vous êtes directeur général de Leadway, implanté en Côte d'Ivoire depuis 2018. Alors, pour nos téléspectateurs, est-ce qu'on peut en quelques mots présenter Leadway? Ok, Leadway est la filiale ivoirienne de Leadway Assurance Compagnie. Leadway Assurance Compagnie est le leader du marché du Nigeria.
aussi bien en assurance vie que non-vie. Et donc, Leadway Vie était un investissement normal pour un assureur nigérian de pouvoir pénétrer donc, le marché CIMA, le marché donc, qui régule 15 pays de la zone. Voilà. Le choix de la Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire, choix naturel. En Afrique de l'Ouest, c'est une économie qui est très dynamique. Et quand vous voulez investir en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, vous pensez tout de suite Côte d'Ivoire, je pense. Voilà, donc, c'était naturel. Et pour d'autres téléspectateurs, c'est quoi la différence entre assurance vie et assurance, si je ne me trompe pas, non-vie, c'est ça? Non-vie, c'est quoi la différence? C'est cela, madame. Pour faire rapide, l'assurance vie, c'est l'assurance qui est liée à tout ce qui touche à la personne. Voilà. Donc, vous avez dans l'assurance vie tout ce qu'il y a comme produits d'épargne et des produits de prévoyance, notamment les produits de décès. Voilà. Moi, je pensais Des que c'était couvertures juste de les décès. produits de décès. Voilà, non, non. Ok, vous avez d'accord. l'épargne et les Ok. produits de décès. Et l'assurance non-vie, en règle générale, on dit c'est l'assurance du très court terme, c'est l'assurance dommage. Voilà, vous avez l'assurance Maison, automobile, la l'assurance voiture. de votre maison, voilà, tout ce qui peut être la réparation d'un dommage. Ça, c'est l'assurance non-vie. Ou bien IRB. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui justifie un peu votre présence ce soir sur notre plateau, c'est que vous avez choisi d'avoir les femmes comme cœur des cibles. En tout cas, l'occasion est toute rêvée en présent sur notre plateau. Exactement. Vous avez certainement des préoccupations. Oui, non, mais moi, déjà, j'aimerais savoir pourquoi ce choix de faire des femmes votre cœur de cible C'est ça. aujourd'hui. Non, on a fait un choix stratégique après 2 années de discussion avec IFC, la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, pour pouvoir donc signer ce partenariat. Parce que pour nous, il est essentiel dans notre métier de pouvoir adresser des problématiques qui sont réelles. Et on a trouvé que les femmes étaient exclues, en règle générale, de tout ce qu'il y avait comme service financier, tout ce qu'il y avait comme assurance. Et nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on ait une offre qui soit ciblée. Jusqu'à présent, il y a des offres, mais aucune offre n'est vraiment ciblée sur les femmes. Ce sont des offres génériques, alors que les femmes ont des particularités. Est-ce que Voilà. vous pouvez nous donner des exemples? Parce que justement, en parlant des femmes, le taux de pénétration des assurances auprès de la population féminine en Côte d'Ivoire aujourd'hui est de moins de 2%. Donc, Beaucoup moins que ça. Beaucoup moins que ça. Je Ah, oui, crois, carrément. ouais. Alors, comment est-ce que vous entendez justement faire changer les choses? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de types de plans que vous avez mis en place juste pour ces femmes? C'est ça, le plan il est précis. Leadway Vie devrait, à la fin de l'année 2022, être l'assureur préféré des femmes en Côte d'Ivoire. Ok. Et nous allons agir sur 3 axes. Le premier axe, c'est d'abord d'aller rencontrer les femmes. Ça va nous prendre du temps, mais nous allons faire des études approfondies. On ne va pas venir comme ça avec des produits sans parler aux gens. On va parler avec les femmes entrepreneurs, on va parler avec les femmes du monde rural, on va parler avec les femmes au foyer. Ensuite, deuxième axe, ça sera de pouvoir designer des produits. On va faire des produits qui s'adaptent à chaque cas. On ne va pas faire des produits génériques qu'on va commercialiser comme ça. Chaque cas sera adressé. Ensuite, troisième axe, nous allons voir ce que donnent toutes ces premières étapes et puis adapter. Donc ce sont ces 3 axes-là que nous allons faire avec la Banque mondiale sur ces 2 années-là, Et 2021-2022. De façon concrète, je suis une femme. Si C'est je ça. souscris à l'assurance vie de Leadway Vie, quelles en sont les conditions et quels en sont les avantages? Aujourd'hui, nous avons des produits que nous commercialisons déjà. Donc les avantages que vous pouvez avoir avec Leadway Vie, c'est déjà d'avoir une profitabilité qui est meilleure sur le marché. Nous ne prenons pas de frais de gestion sur l'épargne. Nous avons des produits de prévoyance notamment qui couvrent la maladie grave. Nous savons que chez les femmes, il y a des cancers spécifiques que personne ne couvre, mais Leadway Vie, nous couvrons donc ces cancers spécifiques. Vous prenez des produits et si vous êtes diagnostiqué avec ces cancers, nous vous payons donc un montant forfaitaire qui vous permet de faire face à vos soins de santé. Mais l'initiative avec la Banque mondiale nous permettra d'aller plus loin dans la qualité de notre offre. Et la banque- Des conditions à réunir pour souscrire à cette assurance? Non, pas de conditions particulières. Vous pouvez télécharger notre application mobile tout de suite. My Leadway Vie, nous sommes une compagnie 100% digitale. Vous pouvez la télécharger séance tenante sur tout ce que vous avez comme store. Vous pouvez aller sur notre site internet, voilà, appeler notre call center. Voilà, nous avons. Moi, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que vous avez bien pu dire à la Banque mondiale pour les convaincre de vous accompagner sur ce projet-là? Mais je vous disais que nous sommes la filiale de Leadway Assurance Company, leader du marché du Nigeria, qui
avait dans son capital la Banque mondiale, Société financière internationale, et qui sait notre savoir-faire, qui connaît notre histoire de 50 années. C'est 50 années d'histoire que nous venons apporter à la Côte d'Ivoire en termes d'expérience. Donc c'est tout ça qui a prévalu dans le choix donc, de la Banque mondiale. Moi, ma chère voisine qui regarde tous les jours cette émission, est certainement en train de se demander, bon, là, quand on entend parler M. Koulibaly, on sait que soit c'est un bon samaritain, ou bien c'est quelqu'un, parce qu'il a dit nous avons investi. Est-ce que c'est pas une stratégie? On s'est dit, bon, avec les femmes, c'est un peu comme quand tu fais une chanson, tu t'es dit, bon, si je parle des femmes, je suis sûr que je vais rassembler. Voilà. Est-ce que c'est pas... ton propos, en fait, on sait que depuis quelques années, les femmes sont tendance. Quand je dis les femmes, les projets avec les femmes sont très tendance et que ça attire aussi beaucoup les financements des institutions internationales. Est-ce que ce n'est pas juste un coup de pub? C'est ça. Non, chez Leadway, on fait les choses vraiment dans l'ordre. Déjà là, au niveau du conseil d'administration de Leadway, vous avez la parité. Vous avez 3 femmes, vous avez 3 hommes, ça fait 50%. Au niveau de notre comité de direction, vous avez 3 femmes, vous avez 3 hommes. Et ça, c'est déjà un signal fort. Au niveau donc de nos effectifs également, vous avez 57% de femmes. Et nous faisons ce choix-là, stratégique, en disant que les femmes, si on les ramène dans le secteur de l'assurance, ça peut être profitable pour elles, déjà, à la base. Quand vous faites des investissements, il faut que ce soit déjà profitable pour vos clients. Si l'offre n'est pas profitable pour vos clients, vous, en tant qu'investisseur, vous n'allez jamais faire du profit. Donc ça, c'est important pour nous. Et ça sera forcément profitable pour les femmes parce que nous savons le savoir-faire de IFC qui a déjà développé ces initiatives-là sur des pays comme l'Inde, comme le Nigeria. Et nous voulons donc répliquer ça ici, mais en allant en profondeur pour connaître effectivement les besoins des femmes. Donc ça sera forcément profitable pour elles. Lorsque vous vous intéressiez justement aux femmes, est-ce que vous êtes, dans vos études, est-ce que vous avez constaté ou pas que les femmes étaient beaucoup plus attirées par l'assurance? Est-ce que c'était des personnes les femmes aimaient se faire assurer ou aimaient être assurées? Oui. Non, ce qu'on a constaté, c'est que les femmes avaient beaucoup de responsabilités, beaucoup de défis. Et très souvent, elles s'assurent elles-mêmes. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif de l'assurance, en règle générale, nous, en tant qu'assureurs, nous ne faisons qu'organiser la solidarité. Nous ne faisons pas autre chose. Plus de personnes payent des primes pour couvrir un risque donné et quelques personnes auront droit donc, à bénéficier du capital. Donc, à partir de ce moment, nous organisons cette solidarité. Vous payez des primes, mais nous payons en cas de sinistre à certains. Et c'est ce que nous voulons faire avec les femmes. Leur démontrer que leur force, c'est dans cet ensemble-là. S'il y a un ensemble de femmes qui cotisent dans un produit, qui payent des primes dans un produit, et qu'en cas de sinistre, certaines d'entre elles en bénéficient, c'est beaucoup plus profitable que d'essayer de s'assurer soi-même. De garder quelques sous à la maison, ça ne pourra jamais venir vous aider en cas de gros sinistre. Et c'est ça, c'est ce qui est important dans... Vous ciblez des coopératives de femmes Bien sûr, toutes ces femmes-là du monde rural, toutes ces femmes entrepreneurs, voilà. Sophie Aïda, une question, attention monsieur. Non, mais en fait, tout à l'heure, vous parliez justement des procédures que vous mettiez en place pour essayer de convaincre ces femmes à souscrire à des services, à certains de vos services. Mais on sait que plusieurs personnes qui sont assurées ou entreprises se plaignent souvent du travail de ces assurances, du type de soutien qu'elles reçoivent lorsqu'elles ont un sinistre, par exemple. Grands éditeurs lorsqu'on a besoin d'eux. C'est ça, exactement. Abonnés absents lorsqu'on a besoin d'eux. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est votre track record aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Non? Oui? J'ai compris. Il est Nigerian, un peu, donc yes. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut traduire ça. Si vous voulez savoir aujourd'hui comment est-ce que nous on travaille sur ces sinistres, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on paye et tout. Voilà. Donc je disais tantôt que nous sommes une entreprise 100% digitale. Okay. Donc aujourd'hui chez nous, vous avez un sinistre, vous nous écrivez à notre adresse email. À partir de l'application mobile, vous pouvez signaler également un sinistre.
Vous pouvez nous envoyer également par WhatsApp ce qu'il faut pour qu'on puisse vous payer. Ok. On peut vous payer directement sur du mobile money, sur votre compte bancaire. En combien de temps? C'est quoi le délai? On a des délais qui sont prescrits par la régulation. Ok. Nous sommes des entreprises extrêmement régulées. C'est pour ça quand on nous dit souvent qu'on ne paye pas, c'est extrêmement Mais qu'est-ce qui justifie que les Nous autres avons- ne payent les pas? assistants. Vous savez Voilà, pas pour c'est les autres, c'est vrai, mais Voilà, bon, ce qui se passe en général chez les autres, c'est certainement que l'information, parce que ce n'est pas digitalisé, donc quelquefois aller rechercher l'information, revenir, ça fait des traitements papier, on demande des choses au client qu'il a déjà fournies, que peut-être qu'on On a a perdu. perdu, C'est ça le problème chez les autres. Mais tout le monde y travaille vraiment pour arriver à cette digitalisation qui va nous permettre d'aller vraiment plus vite. Donc chez nous, on n'a pas ce type de problème parce que on a C'est tout le déjà dans votre doc store pour parler anglais. Gotcha. On a tout déjà dans votre Base de données. dans votre base de données, Très voilà, bien. dans votre portefeuille client, dans votre portefeuille client, Ok. et qui nous permet véritablement de vous donner un service de qualité. On a un call center, on a l'ensemble des choses. Vraiment, nous sommes orientés clients. Ok. Les clients pour nous c'est important. alors on va parler de clients, Rihanna, Oui, certainement. moi j'allais demander, ça fait 2 ans que vous êtes sur le marché ivoirien. Vous aviez dit tout à l'heure que selon vos études, les femmes s'assurent elles-mêmes, elles ne sont pas forcément très intéressées. C'est cela. Comment est-ce que vous faites justement pour régler ce problème, pour pouvoir avoir des clients? C'est ça. Donc, une des grosses pistes que nous avons aujourd'hui, c'est avec la Banque mondiale, pour vraiment adresser de façon précise cette cible-là. Mais déjà avant ça, ce qu'on fait pour pouvoir adresser cette cible, on a beaucoup d'agents qui sont des femmes, agents mandataires qui sont des femmes. Les femmes comprennent les femmes, déjà, qui vont vers les coopératives, qui font vers les associations. Et est-ce pour qu'elles répondent pouvoir- favorablement en général? Elles répondent favorablement en général aux femmes. Ça a l'air un peu... Voilà, il faut avoir une approche qui soit vraiment différente Oui. de celle qu'on pourrait avoir avec un client de façon normale. Elles sont vraiment très sensibles. Oui, Parce surtout que c'est très Voilà. contrasté, surtout que vous De la dites que confiance. digitalisation, Ouais. femmes du monde rural. C'est pas contrasté. Pour nous, le digital, c'est un moyen de nous rapprocher des gens. Quand vous avez le digital, vous êtes proche Mais de est-ce vos que ces clients. femmes sont forcément connectées? Elles ne sont pas forcément connectées, mais elles sont très sensibles au fait que, par exemple, on ait leur numéro de téléphone et qu'on leur envoie des SMS ou qu'on les appelle. D'accord. Ils sont très sensibles. Le digital nous permet de faire ça. On peut générer des appels automatiques, par exemple, pour leur anniversaire, pour des choses comme ça. Et elles y sont vraiment très sensibles. Quand vous allez vers elles, quand vous discutez avec elles, quand vous arrivez à les prendre dans votre système d'information, elles sont très sensibles à cette relation que nous avons. Alors, ce mois de mars, là, on en parle un tout petit peu, mesdames. C'est un mois qui est dédié à la femme. Vos partenaires et vous avez pensé à un programme qui devrait favoriser l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut présenter ce programme-là un tout petit peu à nos téléspectateurs? Comment se décline-t-il? Combien de femmes vous visez? Combien ont déjà obtenu votre appui? Non, je le disais tantôt, là aujourd'hui, ce qu'on va faire là maintenant, c'est de vraiment comprendre les besoins de ces femmes. C'est comme ça que ça va se décliner. Il s'agit d'une enquête, Donc, sondage ou- on va faire une enquête Ok. voilà, sur le terrain. Première étape. Seconde étape, on va définir des produits que les femmes vont nous demander. Je donne par exemple un exemple d'un produit qui a été développé grâce à la Banque mondiale en Inde. Donc ce produit, par exemple, a été développé parce que les femmes étaient agressées, par exemple en Inde. Donc Ok. un assureur avec la Banque mondiale a développé un produit qui permet aux femmes, en même temps qu'elles ont l'assurance auto, d'avoir un type de bouton panique à partir d'une application. Et lorsque quelque chose se passe, elles cliquent sur le bouton et tout de suite, il y a un service qui se met en route, qui vient apporter assistance à la dame. S'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une assistance aussi qui est apportée pour des soins médicaux tout de suite, fait des examens, elle voit un psy. Et tout ça, ce sont des éléments qui sont des produits, mais adaptés à ce marché-là. Justement, parce que Donc, j'allais voilà. vous demander au niveau des femmes qui sont dans tout ce qui est informel, au niveau de leur business, ces femmes-là qui vont dans les villages pour acheter C'est cela. des denrées, puis qui les ramènent en ville, et puis, mais qui le font depuis certaines années. C'est ça. Déjà, voilà, donc vous aurez quand même des offres adaptées à tout type À tout de type femmes. de dames. Pour prendre un autre exemple qui est plus proche de nous, des dames à la frontière Ghana-Togo, qui devaient passer des marchandises, se faisaient souvent Exact, raqueter, voilà, par la douane. Oui. Et un produit a été développé qui permet à ces dames-là, en même temps qu'elles ont une couverture d'assurance vie, d'arriver à la frontière, de laisser leurs marchandises, de passer de l'autre côté. Et dans la prime d'assurance, il y a déjà mis dans ce coût-là les frais pour le dédouanement de les marchandises. Et la marchandise part de l'autre côté simplement parce qu'elles ont souscrit
à ce produit d'assurance. Donc c'est ce type de produit avec du sens De la proximité. pour les femmes que nous voulons développer. Ça n'a jamais été fait. Nous sommes dans nos bureaux avec nos actuaires, on définit des produits, mais justement, on parlait ici sur ce plateau lorsque vous êtes encore en phase de préparation. Est-ce que c'est pas peut-être donner à la concurrence vos stratégies? Chez Leadway, nous sommes audacieux. On laisse Mais c'est une manière aussi de montrer que nous avons été les premiers à en parler. Et surtout de dire que ça a du sens. Parce que si vous ne donnez pas des exemples précis, on va se dire que c'est encore une idée. Non, c'est précis. C'est parce qu'il y a ces exemples-là que nous y allons, parce que c'est précis, c'est des choses. Vous avez parlé d'avoir du sens avec votre partenariat avec la Banque mondiale. Quand on parle de sens, est-ce que l'objectif également, en plus d'avoir de nouvelles clientes, donc surtout des femmes, est-ce que l'objectif également, c'est de pouvoir également avoir un impact au niveau de l'emploi dans le secteur de l'assurance, c'est-à-dire employer plus de femmes dans le secteur de l'assurance? Si c'est le cas, quels sont les chiffres que vous visez? Quels sont les chiffres actuels en termes de femmes dans le secteur de l'assurance, de professionnelles femmes dans le secteur de l'assurance? Et quels sont les objectifs que vous visez en termes de création d'emplois, par exemple? C'est ça, c'est clair. L'objectif, c'est effectivement ça, continuer à recruter beaucoup de femmes, surtout au niveau du commercial, au niveau des postes de responsabilité. À la vérité, je vous dis, je serais satisfait, moi, si à la fin de l'année 2022, à la fin de ce programme, je pouvais faire une passation avec une femme en tant que directrice générale de Leadway. J'ai des femmes en interne qui sont dynamiques, qui sont sur ce programme-là. J'aimerais bien, à la fin de 2022, dire j'ai réussi. Je passe la main à une dame. Je ne parlerai pas pour mon président, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais moi, en tout cas, je serais très heureux de passer la main. On sent que vous êtes un e-forché, comme on le dit, vous soutenez les femmes, donc ça pourrait être possible. C'est naturel. Moi, j'aimerais poser une question, quand même, la bonne question qui parle d'argent, l'accès au financement. Comment faire pour en bénéficier de façon concrète pour les femmes? Entrepreneur, par exemple. Je pense que c'est prévu dans votre programme. C'est ça. Non, aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est de donner suffisamment de capacité aux femmes pour que, quand elles rencontrent un acteur financier qui doit leur faire crédit, qu'il ait suffisamment de garanties. Ça, c'est ce que nous pouvons faire en tant qu'assureurs. Donc, définir des produits qui vont permettre de les accompagner vers ces services financiers. Donc, dans la discussion que nous avons avec la Banque mondiale, dans les études que nous allons faire, nous allons également nous rapprocher de ces institutions, et notamment les microfinances, les banques. Oui, toutes ces dames du secteur informel qui sont adressées par le secteur de la microfinance seront traitées dans le cadre de ce projet, mais avec des produits d'assurance qui leur permettent d'avoir plus de capacité de venir devant un financier et pour prendre du crédit. Donc tout ça, ce sont des choses qui seront adressées dans le cadre de ce programme. Ouais, c'est très important ce que vous dites, parce qu'en général, on disait que les produits d'assurance étaient des produits qui étaient destinés aux femmes qui travaillaient, on leur prélevait de l'argent. Donc aujourd'hui, le fait que vous mettiez toute cette énergie-là à aller à partir vers ces femmes du secteur informel, leur expliquer qu'à leur niveau, elles aussi peuvent bénéficier de l'assurance. Je crois que c'est très très important. Alors justement, quand elles n'ont pas la possibilité de venir vers vous, où on vous trouve? Parce que toutes ces informations-là, je crois qu'on a retenu l'attention de nombreuses femmes ce soir, et puis elles se posent cette question. Où trouve-t-on Leadway? Vous parlez de digitalisation, vous avez certainement aussi des agences. C'est ça, on trouve Leadway au plateau. Voilà, pour ne pas citer de concurrents, je dirais que c'est pas loin de la mosquée du plateau. Voilà, vous trouvez également Leadway à Yopougon, voilà, non loin du 16e arrondissement. Vous trouvez Leadway à Marcory. Voilà, vous trouvez Leadway de plateau. Voilà. Et sur les réseaux sociaux aussi? Sur les réseaux sociaux, nous sommes abondamment présents. Notre application mobile My Leadway Vie, je vous invite à télécharger My Leadway Vie et de comparer ce que j'ai dit à ce qui est là-bas. Et donc sur Instagram, votre arrobase, c'est Leadway Vie. Leadway Vie. Ouais. Monsieur Coulibaly Turnan, je rappelle que vous êtes directeur général de Leadway Vie Côte d'Ivoire. Nous avons été très très heureux de vous recevoir sur ce plateau. En une minute, vous avez peut-être un message à l'endroit des femmes? Oui, j'ai un message fort à l'endroit des femmes. Si je n'avais pas posé cette question, ça allait être compliqué. Voilà. Je me suis dit, il faut que tu la poses. Oui. Non, juste de dire aux femmes d'être très ouvertes à ce que nous allons faire bientôt. Nous allons venir vers elles, nous allons discuter avec elles. Nous avons besoin qu'elles nous disent exactement ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, on ne veut pas faire de produits avec nos actuaires. On veut que le produit vienne d'elles. Qu'est-ce qu'elles veulent? Et nous allons designer des produits pour elles et avec elles. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur général Coulibaly Turnan de Leadway Vie Côte d'Ivoire. Merci, mesdames.
Merci, Maurice. Merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, d'avoir été en notre compagnie. Oh, wow. On vous donne. Oui, C'est une première. C'est une première. Je m'améliore. Je Tu m'améliore. mettras téléspectatrice avant la prochaine fois. Oh. Très bien, je m'améliore. Je vous promets. Petit à petit. Oiseau fait son nid. On va vous retrouver demain sur ce même plateau-là. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.